Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débat Capital consacré aujourd'hui à notre système de santé face à la pandémie de Covid. L'été approche à grands pas et la situation sanitaire en France continue de s'améliorer, comme le montre la chute dans les services de réanimation du nombre de patients atteints du Covid, passé sous les 2000 le 16 juin dernier. Signe tangible de cette embellie, le feu vert donné à l'Europe à l'ajout des États-Unis à la liste des pays tiers dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent désormais être admis dans l'Union européenne. Enfin, sur le front de la vaccination, cette dernière progresse avec un peu plus de 30 millions de concitoyens ayant reçu au moins une dose. Pourtant, comme l'a rappelé la manifestation des personnels soignants la semaine dernière, l'amélioration de la situation sanitaire ne fait cependant pas oublier les pénuries de lits ou d'effectifs ni l'absence de vaccins français. Alors la France est-elle vraiment plus nulle que les autres? Eh bien, pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du Débat Capital deux spécialistes des questions de santé. Donc Nathalie Coutinet, bonjour madame. Bonjour. Donc vous êtes économiste et chercheuse au Centre d'économie de l'Université de Paris-Nord. Et Frédéric Bizard, bonjour Frédéric. Vous êtes donc économiste et professeur notamment à l'ESCP Europe et à Paris-Dauphine. Et tout de suite, notre première question. Alors le constat est sans appel. Contrairement aux États-Unis avec les vaccins de Moderna et de Johnson & Johnson, contrairement également à l'alliance États-Unis-Allemagne avec Pfizer et BioNTech, à la Chine avec son Sinovac, à l'alliance Royaume-Uni-Suède avec AstraZeneca ou encore la Russie avec le Sputnik V, la recherche biomédicale française, tant dans le secteur académique que dans l'industrie, n'a pas été en mesure de répondre, dans l'urgence en tout cas, pour contrer la pandémie de Covid-19. Dans cette course au vaccin, la France apparaît du coup pas mal à la traîne, assez dramatiquement. C'est d'ailleurs le seul État parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à n'avoir rien su produire jusqu'ici. Alors chute des investissements dans la recherche, bureaucratie tentaculaire, étouffante, plusieurs raisons pourraient expliquer cet échec pour un pays considéré comme le berceau de la vaccination depuis les travaux de Louis Pasteur. Alors j'ai envie de vous demander, je vais commencer par vous, madame Coutinet, eh bien, pourquoi est-ce que la France n'a pas encore sorti de vaccin? Alors, la France n'a pas sorti de vaccin parce que notre leader, Sanofi, a effectivement échoué avec une stratégie qui, au départ, était une stratégie plutôt cohérente, c'est-à-dire de développer un vaccin à partir du vaccin contre la grippe, technologie qu'il maîtrise très bien. Et puis, il y a eu des ratés qui sont assez difficiles à expliquer. C'est visiblement une erreur humaine. Ce qui peut arriver dans la recherche. Et puis dire qu'on n'a pas du tout de vaccin, c'est un petit peu exagéré parce qu'on a Valneva qui a sorti un vaccin. Donc il y a des startups qui sont en capacité de sortir des vaccins. Le problème principal, à mon sens, c'est que l'État n'a pas joué un rôle moteur en France. C'est 18 millions d'euros qui a été dépensé par l'État français. Alors que l'Allemagne, par exemple, a sorti 1,5 milliard d'euros pour soutenir la recherche et la production de vaccins sur son territoire. Donc il y a déjà le rôle des pouvoirs publics qui a joué. Et dans votre introduction, vous avez parlé de bureaucratie. Moi, je ne vois pas très bien là la bureaucratie, en quoi elle est... voilà. Il y a eu un problème technique chez Sanofi. Il y a aussi sans doute une perte de compétences parce qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans les équipes de R&D ces dernières années. Et voilà des explications, peut-être que M. Bizard rajoutera des éléments, mais voilà quelques explications qu'on peut donner en première analyse. Oui, il y a des raisons conjoncturelles qui ont été très bien développées par Nathalie Coutinet, mais je pense qu'il y a des causes plus profondes. Il y a des causes vraiment structurelles, en plus de ces causes conjoncturelles. C'est un peu cette crise Covid a été un peu comme un stress test. Vous savez, ces tests qu'on fait passer aux banques pour voir leur solidité, des différents systèmes de santé comme des industries de santé. Et donc on est un petit peu descendu de notre piédestal puisque beaucoup pensaient en France que nous avions le meilleur système de santé du monde, que nous avions une industrie de santé forte, que nous avions une recherche performante. Malheureusement, quand on connaît un petit peu ces choses-là, on sait bien que c'est loin d'être le cas. C'est un peu le chant du cygne. On vit sur un passé qui a été un passé glorieux, mais il faut véritablement restructurer. Alors il y a plusieurs niveaux de problèmes. Et c'est intéressant ce qui s'est passé avec les vaccins parce qu'en fait la technologie gagnante est une technologie qui a été inventée en France. L'ARN messager, mais de façon générale la génomique, la France a été en tête jusque dans les années 2000. Et puis au tournant des années 2000, là on a en effet un problème de vision, de stratégie politique qui a fait de la santé un secteur relativement secondaire. On a plus ou moins abandonné le secteur de la santé dans les priorités politiques. Si vous regardez juste trois choses rapidement, le budget de recherche.
il est passé de 3 milliards et quelques, 3 milliards 300 millions à 2 milliards et demi juste dans la recherche de la santé fondamentale, dans la recherche fondamentale de la santé. Sachant que dans les années 2000, les politiques s'étaient engagées à passer de 2% à 3% du PIB dans l'investissement en recherche. On est toujours à 2% du PIB. Donc c'est un problème général à la recherche française. Dans question bureaucratique, c'est plus une question d'organisation. Il y avait une bonne chose de fait qui avait été la création de l'Agence nationale de la recherche, qui devait un petit peu structurer les projets de recherche. Vous avez l'INSERM, le CNRS, mais il y avait cette agence qui avait été créée, qui était à mon avis une bonne idée. Elle devait avoir un budget d'1,3 milliard. Elle avait un budget de 700 millions au début, elle a maintenant un budget de 600 millions. Donc là aussi, on a tellement rogné sur les choses. Et là, en effet, vous avez raison, il y a toujours une question de bureaucratie, même s'il faut faire attention, c'est jamais aussi simple qu'on coupe les frais administratifs et ça va mieux. Non. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, ce sont les chercheurs qui le disent, hein. On n'a pas créé un écosystème très favorable pour le quotidien des chercheurs entre ces différentes institutions. Donc ça, il faut le repenser. Le dernier point, c'est un problème en aval de la recherche, qui est la coordination entre les universités et les entreprises. On ne manque pas de start-up en France, c'est-à-dire on a d'excellentes start-up, sauf qu'il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, il y a un problème de lien, de coordination entre les universités et les start-up. Il y a ces deux mondes qui ont du mal à se parler en France. Il y a un classement qui est fait, je crois qu'on est 37e dans ce lien-là, puis un problème de financement des start-up. Mais qui n'est pas simplement un problème de venture capital, comme on le dit. Oui, on peut penser qu'on manque de venture capital en France, mais c'est en fait un problème qui vient de l'État. Si vous regardez, la santé, c'est un business qui est extrêmement risqué, la recherche pharmaceutique, qui demande beaucoup de capitaux, avec beaucoup d'échecs. Et donc, forcément, ce n'est pas un modèle très favorable au secteur privé. Donc il faut que le secteur public l'investisse. Aux États-Unis, 80% du capital des startups de biotechnologie sont financés par de l'argent public. Et d'ailleurs, on a vu que c'est de l'argent public qui a permis à Moderna, qui a permis à BioNTech, comme ça a été dit en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, de financer. Parce que le modèle veut ça. Or, l'État français est quasiment absent du financement. Je crois que c'est 11% des startups de biotechnologie qui sont là. Donc voilà, si on veut revenir en première division, parce qu'on est passé en deuxième division, hein, il faut être clair, on peut se satisfaire de quelques flaconnages à droite à gauche, d'une startup Valneva, mais enfin globalement, on n'est pas à notre place. Donc il faut aussi, à mon avis, prendre des mesures structurelles. Écoutez, vous avez parlé de Valneva justement tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça n'a pas donné lieu à un vaccin français, du coup, à une sortie c'est ce que disait monsieur. Oui, le problème de Valneva. Tout à fait. Les États-Unis, hein, en termes de recherche et développement, le premier secteur, c'est la santé, qui est soutenu par l'État. En France, c'est pas du tout ça. En France, ça apparaît très loin, finalement, peut-être 4e ou 5e dans le soutien public à la recherche et le développement. Et Valneva, ils ont tout simplement rencontré un problème d'absence de financement. C'est-à-dire que si vous interrogez les responsables de Valneva, ils vous disent qu'ils sont allés taper à la porte pour avoir des financements, mais que les financements étaient insuffisants et c'est finalement le Royaume-Uni qui a financé suffisamment. Donc on voit qu'il n'y a pas de soutien, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Bizard, il n'y a pas un soutien suffisant de l'État à la recherche, surtout la recherche sur un vaccin qui, pour les firmes, a priori, n'est pas forcément intéressant parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la pandémie. Bon, il se trouve qu'elle a été très longue, mais les premières recherches sur les vaccins avaient commencé au moment du SRAS et elles ont été arrêtées parce que finalement le SRAS s'est arrêté de lui-même. Donc il était difficile en amont de prévoir. Donc on voit qu'il y a un besoin d'initier la recherche par les fonds publics, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs pharmaceutiques. Peut-être qu'il y a des secteurs pharmaceutiques sur lesquels la rentabilité, a priori pour les firmes, est plus évidente que dans le cas d'un vaccin contre un virus dont on ne connaissait pas la durée de vie, a priori. Ah, mais du coup, on se serait effectivement dit naturellement que l'État devrait être là pour... En France, effectivement, il n'a pas été là et finalement, c'est quelque chose qui est assez ancien maintenant. Ça fait plusieurs années que l'État n'est pas présent. Et on voit bien aux États-Unis qui a réussi à créer un écosystème tout à fait favorable à la recherche et le développement, et que cet écosystème, il est lié à l'action de l'État dans le secteur. Stupéfaction, rejoignant l'appel d'une soixantaine de pays membres de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. À l'instar de l'Inde et de l'Afrique du Sud, les États-Unis ont annoncé être finalement favorables à la suspension des brevets sur les vaccins contre le Covid.
d'abord opposé à cette idée. L'Union européenne, par l'intermédiaire de la présidente de la Commission européenne, s'est dite prête à en discuter. Mais l'Allemagne, toujours contre cette hypothèse, estime au contraire que cela dissuaderait les groupes pharmaceutiques d'innover, qu'il vaut mieux à ce stade renforcer les capacités de production et les dons de vaccins via le mécanisme COVAX notamment. Reste ce dernier connaît quelques difficultés. Il a en effet, il devait livrer 2 milliards de doses pour 142 pays. On en est plutôt à 49 millions pour 121 pays. Dans ce contexte, et je vais commencer par vous, Monsieur Bizard, faut-il suspendre les brevets? Alors, ce sujet, il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Il est probablement nécessaire de suspendre les brevets si on veut véritablement disposer de suffisamment de doses à l'échelle mondiale. Mais attention avec ce sujet qui est souvent une posture de certains, ne fasse pas diversion sur l'essentiel. L'essentiel sont les capacités de production. Or aujourd'hui, on manque des capacités de production. Donc quand on regarde aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard, je crois, de personnes qui ont été... Mais tous les pays manquent de doses. Bon. Et des nouveaux acteurs arrivent, d'ailleurs, comme Cuba, l'Iran, qui arrivent et qui sont bien décidés, d'ailleurs, à aider dans la région. Et qui, d'ailleurs, il n'y aura pas de problème de brevet avec ces pays-là. Comme il n'y a pas de problème de brevet, par exemple, avec le vaccin Sputnik, puisque c'est un vaccin public. Donc, il est clair que pour les vaccins ARN messagers, il y a des transferts de technologie qui seront nécessaires. Il y a un mécanisme qui existe de mutualisation des brevets qui est possible, qui a été utilisé dans d'autres secteurs. Moi, je trouve que ce qu'il y a de positif dans ce débat, c'est que ça met une pression, on va dire, positive sur les laboratoires, parce que vous avez ce qu'on appelle en économie une défaillance du marché. En fait, vous ne pouvez pas, si vous laissez le secteur privé faire, jamais on arrivera à une production suffisante, parce que le secteur privé, Pfizer et les autres, en fait, ont plutôt intérêt à essayer de tirer au maximum sur les capacités de production existantes pour augmenter leur rentabilité, plutôt que d'investir massivement dans de nouvelles capacités. Mais c'est là, dans cette défaillance de marché, on veut dire que les États doivent intervenir. Moi, j'avais proposé au sein de l'Institut Santé de créer ce que j'avais appelé l'ARN, l'Airbus de l'ARN messager, c'est-à-dire un consortium public-privé où l'État structure un pôle de recherche et de production. Et vous savez qu'en France, on a à peu près 250 usines, mais 85 pharmaceutiques, mais 85% de cette base industrielle est plutôt tournée sur des vieux médicaments. Donc autant vous dire qu'il y a de la place pour de la reconversion. Donc je pense que cette crise peut être aussi une opportunité pour faire de la reconversion industrielle. Malheureusement, l'État s'est montré très intéressé, mais on en revient tout à l'heure, sans vision et sans prise de risque. Parce qu'on a un vrai sujet, c'est l'absence de vision et de prise de risque industrielle dans la santé aujourd'hui. Madame Coutinet. Alors, la question des brevets, c'est effectivement une question assez complexe et la réponse n'est sûrement pas de brevet ou tout brevet. La réponse, elle est au milieu. Aujourd'hui, on a quand même un système de brevets qui est excessif, qui permet aux entreprises du médicament de faire des rentes de monopole, ce que les économistes appellent des rentes de monopole particulièrement élevées. Et ces brevets génèrent aussi, au-delà du vaccin, de manière générale, empêchent l'accès au traitement de beaucoup d'habitants de la planète, puisque la consommation de médicaments, elle est quand même concentrée dans les pays riches, pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons de brevets. Alors ensuite, politiquement, les États-Unis ont un petit peu beau jeu de proposer ça, alors que ce sont eux qui sont à l'origine des accords sur la propriété intellectuelle mondiale, et qu'ils ont bloqué aussi les exportations de vaccins au moment donné où ils pensaient en avoir besoin pour leur population. Donc tout le monde joue un jeu un peu à la fois politique. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de 1% de la population en Afrique qui est vaccinée, que d'un point de vue d'égalité, c'est tout à fait inadmissible, et qu'en plus, on voit bien que si on ne vaccine pas la population, on a des variants qui arrivent et qui reviennent finalement comme un effet boomerang dans les pays développés. Donc il y a une nécessité absolue de vacciner ces populations. Pour vacciner ces populations, il faut à la fois accroître la production de vaccins, et donc obliger peut-être les acteurs à donner plus de licences volontaires pour permettre à des producteurs dans d'autres pays de produire. Il y a évidemment cette question de transfert de technologie, puis il y a aussi une question du prix, parce que ne pas augmenter les capacités de production pour Pfizer par exemple, ça permet d'organiser une relative pénurie et donc de faire monter les prix, ce qui est évidemment au profit de leur rentabilité. Donc la question des brevets, il faut trouver un système de brevets dans lequel la propriété intellectuelle puisse être
protéger, parce qu'il y a des nécessités, même si l'État intervient beaucoup, d'avoir des mécanismes incitatifs. Mais en revanche, le système actuel est beaucoup trop protecteur et entraîne des exclusions, à mon avis, très importantes. Et je rejoins M. Bizard sur l'idée, moi j'avais même proposé un Airbus du médicament, c'est-à-dire que l'absence totale de politique de médicaments depuis des années en France fait qu'on aurait besoin, au niveau européen, d'avoir une vraie politique du médicament. On a beaucoup parlé pendant la crise de la question de la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire, c'est vrai qu'on l'a en partie perdue. Aujourd'hui, 20% des médicaments remboursés à peu près sont produits en France. Donc on a besoin effectivement de développer une vraie politique industrielle du médicament. Oui, non, tout à fait d'accord. Cette question rejoint aussi l'absence de gouvernance un petit peu mondiale. On voit que l'Union européenne est absente, quasiment. Oui. Mais ça, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Mais bon, on pouvait penser que l'Union européenne aurait pu jouer un rôle un peu plus actif dans la meilleure allocation des ressources. Ça n'a pas été le cas. La gouvernance mondiale est faible. L'OMS est relativement faible. On voit que COVAX, qui était plutôt une bonne idée, moi, y compris à l'échelle de l'Union européenne, j'étais plutôt favorable à cette mutualisation des achats. Mais globalement, on voit que ça n'a pas aidé à une plus juste répartition à l'échelle mondiale. Et donc, on en vient au problème. L'OMS l'a dit, mais ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que soit on en sort tous ensemble, soit personne n'en sort. Bon. Et donc, on en est toujours un petit peu à une situation un petit peu de départ, où on repart sur une éventuelle nouvelle vague avec des variants beaucoup plus contaminants et qui peuvent échapper à la protection amenée par la première génération de vaccins. Donc il faut quand même qu'on apprenne avec l'expérience, mais moi je suis assez frappé, le G7, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais il n'y a pas grand-chose de concret. Et donc, mais parce qu'il y a des divergences politiques, parce qu'on fait, et puis il y a une diplomatie du vaccin, il y a une diplomatie de la santé qui est jouée par les États-Unis, qui est jouée par la Chine, qui est jouée par la Russie, qui est jouée maintenant par Cuba bientôt. Bon, donc c'est là où on voit, et là on est très naïf, je trouve, en France, c'est qu'on a oublié que la santé, c'était de la dissuasion, c'était la dissuasion nucléaire du XXIe siècle, c'est source de puissance. Donc attention à ne pas trop s'affaiblir, à mon avis, sur ce secteur-là. Et c'est pas parce qu'on travaille dans ce secteur. La santé au XXIe siècle, c'est vraiment pas simplement un pilier pour la santé de la population. C'est un pilier géopolitique, c'est un pilier économique, parce qu'il y a toutes ces révolutions technologiques. Faut pas oublier que c'est un exploit quand même ce qui a été fait. Hein. On est critique sur l'absence, enfin la rapidité de développement, c'est grâce aux nouvelles technologies. Donc continuons. Alors, d'après les données officielles fournies par Santé publique France, depuis le début de la campagne de vaccination en France, un peu plus de 30 millions de personnes, alors bon, c'est exactement 32 millions, je crois, mais ont reçu au moins une injection. Donc, ça fait 45% de la population totale, 58% de la population majeure, et quelques 14 millions de Français ont même reçu 2 injections. Au total, pas moins de 16 millions de nos concitoyens ont donc un schéma vaccinal complet. Pour le moment, la campagne de vaccination semble se maintenir à bon rythme, grâce à sans doute à l'ouverture progressive à de nouvelles catégories de population, donc cette campagne. Mais voilà, certains signes commencent à apparaître de ralentissement, le gouvernement commence à s'en inquiéter. Alors la question c'est, est-ce que la France est toujours à la traîne en termes de nombre de vaccinations, de vaccinés? Et je vais commencer par vous, du coup, Madame Coutinet. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, notamment l'objectif de 35 millions de Français complètement vaccinés fin août que notre Premier ministre, Castex, a annoncé, est-ce que ça vous paraît être la bonne? Disons, ce qu'on peut dire sur la vaccination, c'est qu'on a eu des débuts pour le moins laborieux. Une stratégie vaccinale au mois de décembre qui a été très cafouilleuse. Ensuite, il y a eu un problème de doses, on a manqué de doses. Donc aujourd'hui, on est revenu sur la stratégie initiale, mais on a mis des centres de vaccination qui fonctionnent. Il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Donc effectivement, maintenant, la vaccination est sur un rythme de croisière assez efficace et ça dépend de la volonté des populations à se faire vacciner. Et on a vu aussi que les réticences de certaines personnes au début, au fur et à mesure que des gens sont vaccinés et que tout se passe bien, il y a quand même beaucoup de gens qui sont beaucoup moins réticents qu'ils ne pouvaient l'être au début. Alors en revanche, on est un peu au milieu finalement en termes de rythme, on est bien moins avancé que le Royaume-Uni par exemple, bien moins aussi que les États-Unis, finalement derrière aussi l'Allemagne. Donc on est dans une espèce de moyenne assez proche de ce qu'il peut y avoir en Italie, je crois qu'on est juste devant l'Italie. On est sur un rythme moyen, c'est normal, maintenant les choses sont en place, les vaccins sont là,
et les cafouillages du début ont été corrigés. Mais quand on se rappelle de la façon dont l'Allemagne a mis en place au départ la vaccination, c'est-à-dire avec le renfort de l'armée pour résoudre les problèmes logistiques, etc., on voit on a quand même un peu été, enfin le gouvernement a un peu mal démarré, bien qu'aujourd'hui les choses me semblent rouler, si je puis dire. Monsieur Bizard, vous pensez aussi que du coup la stratégie de vaccination, là pour le moment, c'est la bonne, qu'on est bien parti. Est-ce que les 35 millions de Français complètement vaccinés fin août, c'est un bon objectif en fait? Et aussi, est-ce que c'est atteignable? Alors, bon, globalement, on est dans la moyenne de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on se satisfait d'être dans la moyenne ou est-ce qu'on considère que la France... Non, mais c'est ça aussi, comment on veut se mentionner. Parce que, après, on peut toujours... il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, mais globalement, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de tirer un petit peu les leçons pour voir ce qu'on peut faire, parce que c'est pas fini. Il y a probablement une autre campagne de vaccination qui vient. Moi, je pense qu'on a eu un fonctionnement beaucoup trop centralisé, avec un État qui pensait qu'il pouvait véritablement gérer de A à Z toute cette campagne de vaccination jusqu'à la mise en place des centres de vaccination. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus décentraliser à la fois la logistique aux collectivités territoriales et puis la responsabilité opérationnelle aux professionnels de santé, qu'ils soient dans les hôpitaux ou en ville. Moi, je pense que ce schéma-là, et on l'a vu, l'Allemagne, qui a, toutes choses étant égales par ailleurs, vacciné 4 millions de plus de gens. Ils sont à 32% avec 2 doses, nous on est à 25%, parce qu'ils ont, ils ont des cabinets médicaux qui sont un peu plus importants que les nôtres en termes de taille, mais ils ont vraiment beaucoup plus vacciné dans ces cabinets médicaux. Ils avaient démarré dans des gros centres de vaccination, et puis ils sont ensuite passés, et moi je pense que c'est la bonne stratégie, parce qu'il faut voir qu'on a fait le plus facile aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait la part de la population qui est très favorable au vaccin. Plus on va vers des gens qui sont réticents, voire opposés. Et qui a la meilleure pouvoir d'influence? C'est forcément les professionnels de santé. Donc ces gens n'iront pas, à mon avis, dans les centres de vaccination. Donc je ne serais pas surpris qu'on voit les centres de vaccination fermés peu à peu par manque de demande. Mais donc il faut vraiment dès maintenant qu'il y ait un message clair auprès des professionnels de santé qui sont au cœur de la vaccination, parce que je pense que c'est là où ça va se passer maintenant. Alors effectivement, il y a des fermetures, parce que des rendez-vous qui ne sont plus suffisants pour remplir les centres de vaccination, effectivement. Il y a une stratégie qui est en train de voir comme ça, effectivement, d'aller voir. Il y avait un problème technique, parce que les vaccins ARN messagers nécessitent des conditions de réfrigération très importantes, et dans un premier temps, il n'était pas possible d'équiper chaque cabinet médical de ces super congélateurs. Alors visiblement, les choses s'améliorent. Moderna maintenant va être disponible en pharmacie. Donc effectivement, on va se rapprocher des populations, et effectivement, pour les populations qui sont encore un peu réticentes, c'est sans doute le médecin traitant ou le pharmacien, quand il connaît bien ses patients, qui sera la bonne échelle. Mais au début, c'est vrai qu'il n'y avait que le vaccin AstraZeneca qui pouvait être administré dans les cabinets médicaux. J'ai quand même envie j'insiste un peu, je vais te poser la question, mais je n'ai pas entendu de réponse, c'est de savoir si l'objectif qu'on s'est fixé est le bon, en fait, ou du moins est-ce qu'il vous paraît cohérent. Il paraît atteignable maintenant, mais encore une fois, on a ouvert aux plus jeunes, les plus jeunes qui vont y aller, c'est les plus jeunes pour lesquels les familles sont favorables, et donc on est toujours sur effectivement des populations qui sont favorables à la vaccination. Donc 35 millions, c'est un chiffre qui a été donné comme ça. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément le chiffre le plus important dans l'absolu. Ce qui est important, c'est d'avoir un taux de vaccination suffisant pour qu'il y ait une couverture, une espèce d'immunité collective. Et là, on n'y est pas du tout. Et en plus, effectivement... Vous pouvez juste nous rappeler, c'est 60% C'est 70 même, c'est 70%. Et avec 35 millions, on ne sera pas vraiment... Ah non, on n'y est pas. Donc voilà, pourquoi 35, pourquoi pas 40 Et puis en plus, comme ça a été dit, maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura nécessité d'une 3e dose, sans doute à partir de la rentrée pour les gens qui ont été vaccinés au mois de décembre. Donc on va... Voilà, ça va être... finalement, ça va revenir, parce qu'il va falloir revacciner. Donc, pourquoi pas 35 millions? Je n'ai pas un avis très tranché sur les 35 millions. Enfin, je ne pense pas qu'on atteindra, je crois de mémoire que c'était 30 millions mi-juillet, ce qui avait été fixé par le gouvernement. 35 millions, c'est pour la fin août.
pour la fin août. Si on regarde aujourd'hui, on doit être, pas les derniers chiffres, mais juste, à mon avis en dessous de 400 000 par jour. Ouais. Et on a 17 millions de gens qui ont eu les 2 doses. Donc l'objectif de 30 millions complètement vaccinés est inatteignable pour la mi-juillet. Donc la tendance est plutôt mauvaise. Hein, c'est-à-dire que, alors c'est pas une critique par rapport à la stratégie, c'est que forcément le timing fait qu'aujourd'hui c'est difficile de mobiliser les choses. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que, parce que c'est une course contre la montre, hein, notamment avec le variant Delta, 60% plus contaminant que le variant anglais, qui était déjà lui-même plus contaminant que la souche d'origine. C'est potentiellement quand même extrêmement dévastateur. Alors peut-être pas en termes de mortalité, parce que beaucoup de gens fragiles sont vaccinés, mais en termes de pouvoir de perturbation sur la vie économique et sociale. Et ça aussi, évidemment, ça a son poids, hein, parce que les coûts cachés, je ne sais pas si on va en parler après, mais les coûts cachés de la crise sont absolument colossaux. On va atteindre probablement 10 millions de pauvres, on va avoir 7% de plus de cancers, c'est-à-dire 130 000 cancers d'après Santé publique France dans les 5 ans qui viennent. On a des déprogrammations massives, on était à 70% de déprogrammation en 2020 pendant les confinements, là on est à peu près à 30% de déprogrammation. Donc vous avez des retards de l'ordre de 7 mois, alors quelquefois sans conséquences, mais même quand vous n'avez pas de conséquences vitales, vous avez quand même une conséquence dans votre qualité de vie importante. Sûr, ouais. Quand vous avez, bon. Donc tous ces coûts cachés, et puis le Covid long. 10% de ceux qui ont eu le Covid, c'est-à-dire qu'on va arriver à presque 1 million de personnes qui ont 6 mois après le Covid une forme d'incapacité, qui ont perdu 20, 30, 40% de leur capacité et qui sont souvent des gens en pleine force de l'âge. Donc autant vous dire que sur la productivité économique à venir, ça va peser. Du coup, je vais en profiter, je vais poser une dernière question sur cette thématique de la vaccination. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le vaccin obligatoire ? Oui, enfin, personnellement, j'y suis pas favorable. D'abord, ça ne servirait pas forcément à grand-chose. Parce que comment on va contrôler les gens, on va aller chercher la police, etc. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux faire un travail de persuasion sur l'intérêt plutôt que l'obligation qui, en plus, d'après des médecins que j'ai entendus là-dessus, ils disent qu'il n'est pas tellement efficace, pas réalisable. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ? On les met en prison, on leur met des amendes. Bon, donc le côté incitatif, voilà, le travail d'incitation me semble beaucoup plus intéressant. Oui, entièrement d'accord. Moi, j'avais participé au groupe de travail qui avait été nommé en 2015 pour réfléchir à l'obligation vaccinale, puisqu'on a 11 vaccins qui sont obligatoires. Et j'ai toujours la même position, c'est de dire si vraiment le dernier ressort, c'est l'obligation, il faut déjà penser comment est-ce qu'on va sortir de cette obligation. On ne peut pas garder une obligation vaccinale permanente. Ou alors on a perdu l'exercice de conviction, la bataille de conviction que les vaccins, pour les enfants, comme aujourd'hui pour la pandémie, on ne va pas refaire toute la notion où vous vaccinez pour vous, mais aussi pour la collectivité. Bon, donc c'est un élément de solidarité de base, hein, la vaccination. Bon. Donc franchement, si un pays comme la France n'est pas capable de mobiliser sa population et de convaincre sa population pour cet exercice solidaire, je pense que là, on a d'ailleurs, on le voit, un vrai problème, pas si c'est démocratique, mais un vrai problème de politique de santé publique. Vous savez, on a un système de soins, mais on n'a pas de système de santé publique dans ce pays. C'est tout ce qu'il faut reconstruire. C'est partir de la santé publique, c'est-à-dire de la santé des populations et la santé des bien portants. C'est pas, nous, on s'occupe des gens dans notre système de santé quand ils sont malades. Il y a un hôpital. Et on est très très fort pour ça. Sauf que là, on est sur une question de population. Et ça, on est beaucoup moins fort. Donc c'est ça aussi dont il faut tirer les leçons. Je suis d'accord, évidemment que l'obligation vaccinale, ça n'a pas beaucoup de sens. On a regardé les professionnels de santé. Là où c'est le plus frappant, c'est le taux de vaccination des professionnels de santé. Alors, ça revient régulièrement. Enfin, là il y a un problème. Que fait le Conseil de l'Ordre ? Déjà en interne, moi je suis surpris par le manque de débat. Que font les syndicats ? Que fait le Conseil de l'Ordre ? Que font les sociétés savantes ? Je veux dire, il faut se mobiliser quand même. Mais il était question justement d'obliger les personnels soignants dans les EHPAD à se faire vacciner si jamais ils ne l'avaient pas été. Les soignants ont déjà des obligations vaccinales de certaines maladies. Ils sont obligés d'être vaccinés contre la grippe, par exemple. Peut-être sur les soignants, ça a un sens, mais sur la population générale, pour moi, ça n'a pas de sens. Malgré le Ségur de la santé, et bien que le nombre de patients atteints du Covid soit en diminution constante, permettant ainsi aux hôpitaux de réduire la pression, les professionnels de santé ont de nouveau manifesté leur mécontentement le 15 juin dernier, donc c'était la semaine dernière,
En cause, donc, la poursuite des fermetures de lits, des revalorisations salariales insuffisantes, du moins jugées comme ça, comme telles, et des recrutements également jugés insuffisants par les organisations ayant appelé à la mobilisation et à la grève. Pour rappel, le Ségur de la santé avait accouché en juillet donc 2020, fin juillet 2020, d'une trentaine de mesures, concernant notamment ces fameuses revalorisations salariales de soignants et de non-soignants, le financement de 4000 ouvertures de lits, ainsi qu'un investissement de 6 milliards d'euros dans les EHPAD, voilà, notamment. Bon, trentaine de mesures, on ne va pas toutes les donner. Cela étant, donc un an plus tard, quasiment, la situation sanitaire française demeure, même si elle s'améliore, elle demeure quand même assez inquiétante, au point d'ailleurs que le président de la République a encore promis des lits et du personnel supplémentaire lors de son allocution du 31 mars dernier, donc ce n'était pas il y a si longtemps, afin de renforcer les capacités d'accueil en réanimation et répondre ainsi à l'urgence sanitaire du moment. Donc je vais commencer par vous, Madame Coutinet. Au-delà de la période de pandémie, ces renforts ne seront pas forcément pérennes. Donc je parle des aides qu'on a construit un peu artificiellement et dans l'urgence. Et donc finalement, est-ce qu'on dépense assez pour nos hôpitaux ? Il faudrait des heures pour répondre à cette question et en quelques minutes, c'est très difficile. Bien sûr que non, on ne dépense pas assez pour nos hôpitaux, mais surtout le problème majeur du Ségur, à mon sens, c'est qu'il a été sorti du système de santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à l'hôpital sans réfléchir à l'organisation des soins. Il y a des problèmes de l'hôpital qui sont liés le problème de permanence des soins, par exemple, qui n'est plus assuré par les généralistes, etc. Donc c'est vraiment un problème qu'il faudrait traiter dans l'ensemble du système de soins. Et on ne peut pas sortir l'hôpital du système de soins. Alors après, sur le Ségur, évidemment que non. Le problème des rémunérations, c'est un problème majeur, mais ce n'est pas le seul problème. D'abord, les rémunérations restent faibles. Et en Ile-de-France, par exemple, je ne vois pas comment une aide-soignante peut se loger à proximité de son hôpital alors qu'elle a des horaires décalés, etc. C'est bien de créer des postes, mais le problème à l'hôpital, notamment, encore une fois, dans les gros CHU d'Ile-de-France, ce n'est pas de créer des postes, c'est de pourvoir les postes. Donc les mesures finalement qui ont été proposées, c'est des mesures qui peuvent apparaître comme de bonnes mesures quand on ne connaît pas l'intérieur de l'hôpital, mais qui n'ont pas de sens quand on connaît l'hôpital et qu'on sait que à la PHP par exemple, le nombre de postes qui n'ont pas été pourvus est très important. Je ne l'ai plus en tête, mais je pense que M. Bizarre doit l'avoir en tête parfaitement. Bon. Donc ce n'est pas de créer des postes la question. La question c'est comment rendre l'hôpital public attractif pour ces personnels, et en particulier pour ces personnels non médecins, hein, pour l'ensemble des soignants. Pour le moment, on n'a pas réussi. On s'attend à ce que... vous voyez, à l'hôpital public, une infirmière reste en moyenne 5 ans. Donc, c'est vous dire si l'hôpital épuise aussi ses personnels. Donc, c'est toute une organisation qu'il faut revoir. Donc, le Ségur, non, le Ségur, c'est un petit peu, comme aurait dit ma grand-mère, c'est un cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire que c'est évidemment pas suffisant et qu'il faut réfléchir à vraiment une réforme de l'hôpital et de son insertion dans le système de soins dans son ensemble. Et là, encore une fois, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de vision politique depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a réformé l'hôpital, mais on n'a pas touché autour. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Tout ça, c'est un système. Ce n'est pas l'hôpital et puis autre chose autour. Et puis, évidemment, qu'on a sous-financé l'hôpital, que le mode de financement de la T2A aujourd'hui, il pouvait être intéressant ou il peut être intéressant pour certains soins, mais on voit bien qu'il n'est pas satisfaisant pour d'autres. La tarification à l'activité. Que les taux de tarification à l'activité ont baissé. Donc, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour exposer toutes les difficultés de l'hôpital. Mais non, le Ségur, pour moi, n'est pas une réponse à la hauteur des besoins et de la nécessité d'intervention de l'État. Là, c'est vraiment à l'État d'intervenir sur l'hôpital public. Frédéric, je vous en prie. Oui, alors d'abord, je partage tout ce qui a été dit. Si je dis ça, c'est que, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, on n'est pas toujours d'accord. Non, mais si je dis ça, merci de me le rappeler quand même, parce que c'est un débat. Si je dis ça, c'est qu'on arrive à un point, si vous voulez, de rupture et donc de nécessité de reconstruction où il faut trouver des points de consensus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui a été dit est juste incontestable.
C'est-à-dire que dans un débat politique ou autre, c'était comme ceux qui disaient non mais arrêtez, il ne faut pas transformer le système, on peut continuer comme ça avec le... Bon, aujourd'hui, voilà, on est tous d'accord qu'il faut repenser le système, d'accord, le réadapter. Donc, le Ségur, alors à la fois, moi je ne suis pas critique sur le fait que le Ségur, il était nécessaire pour passer la crise. Là où je deviens critique, c'est quand on essaie de faire passer le Ségur pour une grande transformation du système qu'il n'est pas. Cotère sur jambe de bois, une rustine, on peut dire. Bon, voilà, il fallait passer. Mais le système était tellement dégradé que si on voulait que nos hôpitaux tournent, il fallait en effet remettre. On a remis 8 milliards et demi sans du tout rien restructurer. Donc ça va être compliqué, non financé. Mais il fallait probablement le faire parce qu'il y avait une telle crise sociale à l'hôpital qui datait de bien avant la crise. Hein, bon. Donc voilà, ne le faisons pas passer pour une réforme ou une transformation, elle est à faire. Elle est à faire, donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, juste sur le point, prendre quelques exemples. On a un problème de gouvernance. Vous savez, depuis 20 ans, on dit que l'État doit tout piloter. On a mis les agences régionales de santé, on a mis donc... et puis on a mis l'assurance maladie, qui n'était pas simplement un financeur, qui est une institution démocratique dans le modèle. Hein, c'est une institution autour duquel on a créé une démocratie sanitaire et sociale à travers un paritarisme qui se fait, bon, parce que on voulait justement un petit peu que l'État reste stratège et puis qu'il y ait une délégation à une démocratie. Est-ce que c'est ce qui n'existe plus ? Aujourd'hui, l'assurance maladie n'est que financeur. Elle joue un rôle, enfin, elle est marginalisée. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, tandis que le ministre voulait renforcer les ARS dans les départements. Parce que ce qui fonctionnait encore, vous avez les caisses primaires d'assurance maladie qui jouaient un rôle. Donc là, on met encore plus de côté. Pourquoi pas ? Mais ça change totalement le modèle et il faut l'assumer. Est-ce qu'on va vers un modèle à l'anglaise où on a un NHS, un système national de santé publique, qui est tout public, et puis un système privé qui est à côté. C'est pas le même modèle. Oui, donc là, il y a un vrai débat politique à avoir. Je pense réellement que c'est un modèle à la française parce qu'un système de santé, c'est pas simplement un système technique, c'est un système qui repose sur une histoire, des valeurs. Le nôtre est... Et sur un modèle, on va dire, républicain. Par exemple, on est le seul pays au monde à s'intéresser aux libertés individuelles par rapport à ça. Les pays les plus libéraux, comme les États-Unis ou l'Angleterre, ne se préoccupent pas de la liberté des patients. D'accord ? Liberté, quand vous êtes en Angleterre, on vous impose un médecin généraliste et on vous impose un parcours. Quand vous êtes aux États-Unis, votre assurance privée vous impose un parcours. D'accord ? Donc nous, c'est pas notre modèle, pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. Donc moi, je crois que cette campagne présidentielle qu'il doit avoir, elle ne doit pas être politicienne. Elle doit faire de la grande politique de santé, c'est-à-dire, on revient un peu à 45, hein, c'est-à-dire trouver les grands points de consensus qui permettra aux gagnants de la campagne de mettre en place un nouveau modèle qui réponde aux enjeux. Non, mais je suis d'accord. La question de la santé, elle est absente finalement du débat politique depuis plusieurs années, alors que c'est un point clé. Et on sait que les Français sont très attachés au système de sécurité sociale, au système de santé qu'on a pensé. Hein. Rappelez-vous, au début de la crise, quand on a vu l'Italie, on disait « Non, mais ça, c'est l'Italie, leur système de santé. Nous, on a vu qu'on était exactement dans la même situation de l'Italie. Et je pense que tout le monde a pris conscience de la nécessité de retravailler un système auquel on est fortement attaché. Il est devenu effectivement extrêmement étatisé depuis plusieurs années. Avant, les maires étaient des acteurs clés dans le conseil d'administration de l'hôpital. Ils avaient un vrai rôle. Il y avait un rôle des collectivités locales, qui représentaient les personnes, donc les gens dans les territoires qui allaient être à l'hôpital peut-être un jour, ou leur famille. Aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement étatisé, rationalisé, et on a besoin de remettre aussi du sens et pas uniquement de la rationalité économique dans le modèle de soins. Et tout ça, ça doit faire l'objet d'un vrai débat démocratique qui est absent depuis plusieurs années sur cette question-là. Et ça devrait être, je suis tout à fait d'accord, ça devrait être un des sujets majeurs de la campagne à venir. Il faut le politiser, si vous voulez, parce qu'on a... En fait, c'est un débat politique sur lequel il faut trouver des bases politiques communes. Hein, c'est comme le système de retraite, c'est pas un camp contre l'autre. Et d'ailleurs, on a vu l'échec très intéressant du système de retraite, qui était, moi, que je pense est une solution, mais qui a été dénaturé. Mais ce système universel de retraite à points est, à mon avis, un bon outil. Mais il n'a pas été débattu. Il a été présenté comme quelque chose d'universel. Bon, très bien. Mais il n'a pas été débattu, il n'a pas été travaillé avant. Et donc, la pédagogie ne s'est pas faite. Et quand vous ne la faites pas, ce sont les oppositions qui se cristallisent. Parce qu'on est toujours plus à l'aise avec l'existant. Donc, voilà, ce nouveau modèle de santé
l'Institut Santé que j'ai créé il y a 3 ans, on y travaille depuis 3 ans. Donc vous voyez, la crise, c'est un révélateur, mais encore une fois, globalement, on savait tout ce que la crise nous a révélé. Et donc, on va faire des propositions à la rentrée. Nathalie en fait souvent. Je pense qu'il faut... Et peut-être, moi je me mets comme co-responsable de cette crise, parce que je pense qu'on n'a pas joué, nous aussi, notre rôle de peut-être sensibiliser davantage, mais on va le faire. Mais après, il faut que le personnel politique prenne le relais. Et là, on peut être un petit peu inquiet, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de culture sanitaire au sein du personnel politique, mais à la fois... parlons des grands sujets de la politique. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que l'État soit régent de tout, ou est-ce qu'on veut une démocratie sanitaire? Ça, c'est une question très politique, vous voyez. Quel est le rôle des collectivités territoriales? Est-ce qu'on veut décentraliser une partie de ce système, ou est-ce qu'on veut le... Donc ça, c'est aux politiques d'en débattre. Merci beaucoup pour ce débat de grande qualité. Je ne manquerai pas de vous réinviter pour une nouvelle question sur la santé, parce que ça risque de revenir en effet, et notamment avec la présidentielle. Merci beaucoup, merci à tous.